écoutez Nana FM, il sonne 7h18. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du mardi 10 juillet 2018. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. Ejronambe madoya mehu bereka Ejronambe my America ma vejiha. Comme Onel Biati dans ce morceau intitulé Madissa, ils sont très nombreux ces jeunes Africains qui conçoivent l'Occident comme un monde où coule le lait et le miel, où dans tous les cas il fait mieux vivre que sur le continent. Plusieurs Togolais fuyant la pauvreté se sont également retrouvés en Europe, aux États-Unis ou encore en Asie, pour constituer aujourd'hui en grande partie ce que l'on appelle la diaspora. Et pourtant, ce ne sont pas les initiatives pour réussir en Afrique qui manquent, à en croire certains. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. L'émigration est-elle une solution efficace contre la pauvreté? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Orphée Adom, il est le coordonnateur du collectif des jeunes pour le développement CJD. Bonjour Monsieur Adom. Oui, bonjour Antoine et bonjour aux auditeurs et auditrices de Nana FM. Ce débat Radio. Justement, merci. Ce débat se fera avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. L'émigration est-elle une solution efficace contre la pauvreté? C'est le thème du jour. Alors, dans le cadre des activités du CJD, Orphée Adom, vous organisez à partir de septembre le mois de la diaspora. Nous allons en parler bien évidemment, mais avant, à votre avis, quelles sont les raisons qui poussent les jeunes Togolais à vouloir partir s'ils ne sont pas encore partis? Oui, je crois que d'abord, merci de vous intéresser à la question et à CJD. Merci aussi pour l'invitation. C'est un plaisir. Et je crois que les raisons sont multiples. Vous savez, ce n'est pas seulement les Togolais qui partent. Les Africains en général. Les Africains en général. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le tour des Africains. Sachez que l'Afrique ne l'a pas inventé. L'immigration, les Européens ont massivement émigré vers les États-Unis. Et puis, d'autres peuples aussi ont émigré. Donc, ne vous étonnez pas que dans quelques années, c'est les autres qui vont migrer chez nous. Et là, on parlera de l'immigration. Ce qui pousse les raisons principales qui poussent, par exemple, les jeunes à partir, probablement, c'est pour aller à la recherche des opportunités ou de meilleures opportunités. Donc, il n'y a pas beaucoup d'explications. C'est la recherche du bien-être. C'est la recherche du bien-être. On pense que peut-être, probablement, l'herbe est plus verte de l'autre côté, surtout en Amérique ou en Europe. Bon, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Peut-être ça l'a été lors de la révolution industrielle que l'Occident a connue, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'Eldorado qu'on voit à travers les films de fiction. Parce qu'on les entend se plaindre aussi de taux de chômage. Ils n'ont pas assez d'emplois d'ailleurs chez eux. Ils n'en ont pas suffisamment pour leurs propres citoyens. Et puis, ils souffrent aussi d'un autre mal, la montée des extrémismes, donc de la xénophobie, donc du racisme, etc. Parce que les gens pensent que les Africains qui arrivent viennent prendre leur job, ce qui n'est pas non plus vrai. Parce que quand ils viennent aussi avec un apport. Et lorsque les jeunes quittent, vous savez, avant, c'était pour aller se former, sincèrement. Bon, moi, dans mon cas, quand j'étais parti après mon bac, c'était pour me former. C'était en quelle année? C'était en 90, au moment de la révolution ici démocratique, donc à l'avènement de la démocratie dans notre pays. Et après la formation, il faut savoir que les jeunes Africains sont toute une opportunité aussi pour l'Occident. Absolument. On ne veut pas le dire parce que... Avec Nicolas Sarkozy, il a eu le courage de le dire en parlant d'immigration choisie parce qu'il veut piquer les meilleurs. Et il y en a... Au fait, ils ont toujours fait l'immigration choisie. Les meilleurs, on les pique toujours. Quand on fait le visa ici, croyez-moi, on ne prend pas la bonne dame du marché d'accord, on prend quelqu'un qui a son master ou un peu plus. Vous savez, c'est donc choisi. Alors, on choisit ça par rapport aux besoins, les besoins qu'ils ont. Bon, parallèlement à ça, il y en a d'autres
qui voudraient suivre le mouvement, qui voudraient tenter aussi leur chance en suivant par exemple leurs frères, leurs sœurs, leurs tantes, leurs oncles, etc. Et malheureusement pour eux, ça finit souvent pas bien. Pas bien du tout. Alors, on a un exemple de Togolais parti à l'étranger. Il voulait d'abord rallier la Libye et ensuite aller en Europe. On écoutera son témoignage dans quelques instants. Mais avant, certains pensent quand même qu'il y a de quoi réussir au Togo et en Afrique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, je fais partie de ceux-là. C'est pour cela qu'après 30 ans, je suis revenu pour dire que nous avons le plus grand potentiel dans le monde aujourd'hui. On est passé du pessimisme, l'Afrique est mal partie, l'Afrique concentre tous les problèmes, etc. À maintenant, l'Afrique c'est le potentiel, l'Afrique c'est l'avenir, et puis ce n'est pas moi qui le dis, les mêmes Sarkozy l'ont dit aussi, et toute l'Europe crie, Corée a crié que bon, l'avenir de l'Europe se trouve aussi en Afrique. Et sauf les Africains qui ne croient pas à cela. Et ça, c'est notre travail de sensibiliser, d'éduquer et puis de veiller les consciences que nous avons toutes les potentialités, nous avons toutes les richesses et que Dieu nous a absolument bénis, à créer une terre bénie. Il faut qu'on en prenne conscience et qu'on développe désormais ces opportunités-là suffisamment nombreuses pour que nos jeunes puissent rester et les saisir. C'est ce qui manque. Et d'ailleurs, quand nous sommes revenus avec les partenaires et c'était notre mot d'ordre vis-à-vis de ces partenaires-là pour les motiver, pour dire vous n'allez pas attendre que nous créions les opportunités seules pour venir les saisir. On doit le faire ensemble. Et nous avons commencé à le faire. Précisément, c'est pour cela que le CJD n'est pas du tout content lorsque les gens perdent leur temps à créer des crises qui n'en sont pas. Les crises sociopolitiques devraient être entendues que c'est parce qu'il y a eu des crises socio-économiques que ces crises-là naissent. Alors, d'autres pensent que c'est parce que le pays est mal gouverné, mais on ne va pas entrer dans le débat politique. C'est clair. Comme je le disais, nous allons écouter ce jeune Togolais qui, à la recherche du mieux-être, est parti. Il raconte un peu son parcours. Je rappelle qu'il est rentré au mois de janvier dernier. La condition dans notre pays, c'est un peu difficile. Il n'y a pas du boulot, donc ça fait que on sort pour aller chercher à l'extérieur. Il y avait un frère qui m'a conseillé de venir pour travailler en Libye, que là-bas c'est bon, la vie est belle là-bas. Mon petit économie que j'ai pris ça pour prendre la route jusqu'à arriver en Libye, mais le chemin est trop dur, c'est le désert. Devant moi, les gens sont décédés, les mamans ont perdu les enfants. Arrivé en Libye, les conditions ne sont pas bonnes. On tire partout, on attrape les gens, on envoie les gens en prison. Sur les chantiers, on vient nous kidnapper pour prendre notre argent. Même dans les logements, ils viennent nous prendre de l'argent. On a subi des tortures dans le pays. Les Libyens nous frappent avec les marteaux parce qu'ils n'aiment pas voir les Noirs dans le pays. Sur la route, ils ont pris notre passeport. Donc ça fait que j'ai décidé de partir en Italie. La route d'Italie, c'est sur l'eau. Mais ce n'est pas les vrais bateaux. Les ballons, mais c'est très dangereux. Ils nous ont attrapés sur l'eau. Ils nous ont fait revenir à Tripoli. On nous a enfermés. Ils ont enlevés dans cette prison pour nous envoyer dans une autre prison encore. Par la grâce de Dieu, un jour, l'ambassadeur du Togo est venu nous enlever. Mais quand il est arrivé, le général n'a pas facilité la tâche. Et c'était une discussion entre lui et puis l'ambassadeur. Et puis, ils m'ont laissé, ils m'ont libéré. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon pays. Je suis très fier. Ça a dit, je suis venu dans le paradis. Parce que la Libye, c'est l'enfer. C'est l'enfer vraiment. On préfère aujourd'hui rester dans notre pays pour voir l'État s'il peut changer les conditions de vie pour nous. On est retourné dans le pays à main vide. La santé n'est pas comme avant. Alors, Orphée Adom, que vous inspire ce témoignage? Beaucoup d'émotions. J'en avais les larmes aux yeux. Mais le jeune, c'est pratiquement un poète et en même temps un philosophe parce que il a su raconter son histoire. Il a su raconter son histoire et très simplement et humblement. Vous savez, heureusement pour lui, mais souvent ça finit très très mal et c'est les drames. Parce qu'il y en a qui meurent par milliers. Il y en a eu 9 Togolais parmi sous le bateau. La dernière fois, donc ce n'est pas fait pour nous enchanter. Et son témoignage est édifiant en ce sens que voilà, l'Eldorado qu'on nous décrit, c'est pas celui-là. C'est un véritable parcours de combattant et il dit c'est l'enfer. Lui-même il le dit. Et il faut savoir que lorsqu'on l'a connu, on pense que chez nous,
Et surtout quand on a la paix, on a l'un des plus beaux pays au monde. Et croyez-moi, c'est ceux qui n'ont pas vécu autre chose qui pensent l'inverse. Alors, cela veut dire que vous estimez que l'immigration n'est pas la solution la plus efficace contre la pauvreté? Non, je ne dirais pas ça comme ça. L'immigration, d'abord, c'est un phénomène qu'on ne saura pas arrêter. On ne l'a jamais arrêté, on ne l'arrêtera pas parce que les gens ont toujours envie d'aller connaître autre chose. Ils ont envie de découvrir d'autres horizons. Mais nous conseillons qu'ils aillent dans des conditions les plus favorables possibles. C'est-à-dire qu'ils doivent s'informer d'abord. Une immigration légale, ne pas choisir la voie clandestine. Voilà, une immigration légale, ça c'est d'abord le maître mot. Il faut qu'ils émigrent légalement. Le plus légalement. Là, vous voyez ce jeune-là en Libye, la Libye d'aujourd'hui n'est plus la Libye de Kadhafi. Vous voyez, la Libye aujourd'hui, si un Libyen pouvait venir au Togo, il courrait. Si on lui donnerait l'occasion, il viendrait ici. En temps de Kadhafi, oui, c'était un peu l'Eldorado. Kadhafi avait mis les conditions pour ça. Mais entre-temps, vous avez vu ce qui s'est passé. Lorsqu'on a perdu la paix, vous avez vu ce que la Libye est devenue. C'est la même chose, les jeunes qui partent. Les jeunes Togolais ne savent pas, par exemple, que lorsqu'ils arrivent au Liban, c'est pas les Libanais, ils sont cool chez nous, ils sont presque dans un paradis ici. Mais quand vous prenez la direction du Liban, nos jeunes ne savent pas qu'arriver là-bas, eh bien, vous devenez la propriété de quelqu'un. C'est déjà à l'aéroport que l'agent donne votre passeport à votre propriétaire. Vous devenez une propriété. Et alors, vous êtes laissé, vous êtes un objet. Il en fait il dispose de vous. Et ils doivent savoir ça. Il faut alors privilégier une immigration légale. Et c'est ce que nous avons... Et c'est là l'objectif du mois de la diaspora. Voilà, et que nous avons fait d'ailleurs une conférence de presse dessus pour annoncer que nous allons faire, durant le mois de la diaspora, qui va se dérouler du 5 septembre au 5 octobre, en tout cas au 4 octobre et le 5 octobre, c'est l'apothéose à Lomé. Au cours de ce mois-là, nous aimerions expliquer aux jeunes, surtout les femmes, et dans toutes les villes, dans toutes les régions de notre pays, qu'il y a l'immigration, certes, mais nous avons démarré le processus de décentralisation chez nous. Les deux couplets créent des opportunités. Il n'y a pas que l'immigration qui crée des opportunités pour les gens, mais le fait aussi donc, de pouvoir se prendre en charge via ce processus de décentralisation, et nous aimerions renforcer les capacités au cours de ce mois-là des jeunes et des jeunes femmes à se prendre en charge, à comprendre que lorsqu'ils luttent, lorsqu'ils restent dans leur milieu et qu'ils se battent et ils créent les opportunités, c'est de nature alors à stabiliser et leur famille et leurs frères. Et donc c'est toute la communauté qui en bénéficie. C'est cela notre objectif. Est-ce que cela veut dire que vous êtes convaincu qu'à travers la décentralisation, on peut parvenir à un développement plus soutenu du pays? Parce que je vous le disais, plusieurs sur la page Facebook de Nana FM pensent que c'est la malgouvernance, notamment Dieudonné Atikou, qui dit que c'est la malgouvernance qui cause la misère, et cette misère oblige les jeunes à aller expérimenter la vie en Occident. Est-ce que la décentralisation suffira, à votre avis, à créer des conditions d'une vie agréable? Au moins, la décentralisation, nous croyons, aidera à améliorer ces conditions de vie-là. Ça ne suffira pas, certainement pas. Si ça suffirait, il y aurait plus de chômage dans les pays décentralisés. Vous prenez l'Allemagne, il y a encore le chômage en Allemagne. En France, la malgouvernance, donc la France est totalement mal gouvernée. Il y a 10 millions de pauvres. Donc, j'aimerais aussi que chez nous, qu'on ne fasse pas preuve d'angélisme. Attendez. La gouvernance, elle doit toujours, nous recommandons la bonne gouvernance. Nous voulons qu'il y ait une amélioration à tous les niveaux, y compris au niveau de la gouvernance. Mais on parle d'amélioration. Il n'y a pas, par exemple, une gouvernance qui va éliminer totalement la pauvreté ou le chômage. On va améliorer. C'est tout un processus pratiquement infini, puisqu'il s'agit de l'œuvre humaine. Elle ne sera jamais complète, elle ne sera jamais parfaite. Donc, on va améliorer ce processus-là. Et la décentralisation est un outil de développement. C'est un processus qui aidera à un développement local.
Nous allons maintenant voir ce que les Togolais en pensent sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, l'émigration est-elle une solution efficace contre la pauvreté? Baudé sur la page Facebook de Nana FM écrit que non, pas forcément, mais regardez comment nos dirigeants ont mis nos pays dans des états catastrophiques, c'est le terme qu'il utilise. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis nous intéresse. Un auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour monsieur Afang. Bonjour monsieur Bankole, comment allez-vous? Je vais bien, bonjour à notre invité. Bonjour. Monsieur. Alors, à votre avis, la pauvreté est une arme efficace contre, l'émigration, une arme efficace contre la pauvreté? Je dirais que ma réponse sera relative. Tout dépend de ce qu'on veut dans la vie. Tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Alors, moi, je pense qu'il y a deux catégories, n'est-ce pas, de diaspora. C'est-à-dire, il y a une catégorie qui est forcée de... Pardon, répétez. Monsieur Bankole, s'il vous plaît, on a eu un flottement. Répétez la dernière phrase. Vous dites qu'il y a les deux catégories. Une diaspora qui... Oui, une diaspora qui est forcée, n'est-ce pas, et à cause de la situation politique. Donc, automatiquement réfugié politique. Alors, la deuxième catégorie, c'est, je crois, une immigration volontaire. Hein? C'est-à-dire, on estime qu'on veut aller voir autre chose ailleurs et s'épanouir. Et il y en a qui font le choix de rester. Donc, je crois que dire systématiquement qu'on constitue en quelque sorte une lutte contre la pauvreté dans son pays, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire, voilà, est-ce que le fait de partir vous permet de sortir véritablement de la pauvreté à chaque fois? C'est la question en fait. Oui, justement. Mais si vous êtes chez vous et que, quelle que soit la situation dans votre pays, si vous arrivez à faire quelque chose, il faut toujours apprendre quelque chose à faire. Il faut toujours savoir faire quelque chose. Donc vous pensez qu'il y a des potentialités? Justement, chaque pays a ses potentialités. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a de l'argent un peu partout. Merci. Il suffit de s'y prendre, de savoir se prendre en charge. Et pour terminer, je crois que le gros du problème doit venir aussi de nos hommes politiques qui doivent définir une bonne planification, qui doivent aller au bon partage des ressources des pays respectifs. Merci monsieur Bankole d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. Vous pensez que tout le monde comprend le terme émigration? Ça ne va pas de soi comme ça. Il faut quand même un peu donner la définition. Aidez-nous dans la pédagogie, monsieur Maglo. Je comptais sur vous pour ça. Oui, pour comprendre le fond même de ce mouvement. C'est un mouvement d'une population d'un pays vers un autre pays. Et là où ils quittent, ils sont appelés des émigrés. Et le lieu d'émigration, c'est des immigrés. Voilà. Le décor est planté. Maintenant, est-ce que la question, est-ce que c'est une solution contre la pauvreté? Et je dirais oui ou non. D'abord, ce mouvement a toujours existé. Et le terme même ne devait pas exister parce que nous sommes tous des émigrés d'un pays. Si on remonte à l'histoire, votre aïeux peut-être vient du Ghana ou de quelque part. Vous êtes des émigrés. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à aller ailleurs chercher ce bonheur? Ça, c'est un sentiment inné dans l'être humain. Mais malgré ce sentiment, peut-être... Oui, avec l'héritage nomade que nous avons, peut-être que certains aiment bien aller en aventure et découvrir ce qu'il y a au-delà. Mais Florentin Kaga, sur la page Facebook de Nana FM, pense que c'est la pauvreté qui est à la base de l'émigration aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est
pas toujours la pauvreté. Si c'est la pauvreté, nous avons connu des blancs, des filles des bourgeois des pays riches qui sont venus en Afrique. C'est toujours l'éternelle recherche de la curiosité, de sortir du camp habituel. Mais parlons du cas spécifique actuel, ce qui se pose actuellement, parce que le mouvement est devenu endémique, c'est pourquoi on l'appelle. Parce que on voit les jeunes, ça on peut dire qu'il y a deux causes. Généralement on parle de causes économiques et politiques, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Oui, mais en même temps les jeunes ne vont pas juste pour leur envie de découvrir d'autres horizons aller se jeter en mer. Oui, j'ai dit qu'il y a des causes endémiques parce que c'est devenu endémique, je crois. Mais il y en a qui s'en sortent pas mal. J'ai connu des jeunes ici, de petits réparateurs de vélos qui se sont retrouvés en Italie, qui sont bien, qui nous ont envoyé de l'argent. Par contre, il y a d'autres qui ne s'en sortent pas. Donc, c'est oui et non. Hein, bien, merci. Merci, Monsieur Maglo, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, Sam Gomez, sur la page Facebook de Nana FM, écrit « Si l'asservissement à l'étranger paie, pourquoi pas ?» Parce que certains vont également en Occident, mais c'est pour exercer certains métiers. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de saut métier, mais je vous laisse les qualifier vous-même. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne et M. Adom réagira à l'ensemble. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Ici, comment allez-vous? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Pour vous, est-ce que l'immigration est une solution efficace contre la pauvreté? Oui, l'immigration est bien une solution efficace contre la pauvreté. Lorsque vous voyez l'Occident nous installer des dictatures militaires implacables à la tête de nos États, et durant 30, 40, 50 ans, alors que ce sont les États africains qui sont les plus riches au monde que Dieu a béni, c'est obligé que les jeunes puissent vouloir émigrer. C'est-à-dire, vous ne partagez pas ce point de vue selon lequel les jeunes voudraient juste parfois découvrir d'autres horizons? Non. Et moi, je mets au défi l'Occident de nous laisser choisir nos dirigeants. Et vous pensez qu'il n'y aura plus d'immigration? Par des votes vrais comme chez eux, ils verront qu'on on n'aura rien à foutre de leur pays où c'est très difficile, hein. Très difficile par rapport à l'Afrique. Hein. Ils n'ont qu'à nous laisser voter pour nos gens. Moi, je voudrais demander au MCD, là. C'est le collectif des jeunes pour le développement. Voilà, le collectif, tout ça là. Où étiez-vous? Est-ce que vous pensez que 2005, avec ces massacres, les milliers de réfugiés doivent exister? Est-ce que ce pays n'a pas une constitution pour éviter tout ça? Merci. Est-ce que vous le pensez, vous, là, et CJD, là? Merci. On verra si M. Adom a les éléments nécessaires pour vous répondre. Doit exister. Est-ce que le mandat de ce régime depuis 63 là, c'est pas fini depuis 2015 selon vous? Alors merci Madame Essi. Comme je l'avais dit, c'est vrai que c'est un sujet qui est forcément lié un peu à la politique, mais on ne va pas en faire un sujet totalement politique. Je l'avais dit à Adom. Nous reviendrons dans quelques instants sur le point de vue de Madame Essi, mais avant, il y a eu M. Bankole depuis Motivé qui pense qu'il y en a qui sont forcés de partir, les réfugiés politiques, et il y a aussi ceux qui souhaitent volontairement aller découvrir d'autres horizons, comme l'a dit également M. Maglo. Maintenant, M. Bankole estime que les hommes politiques doivent faire un effort pour mettre en œuvre les politiques nécessaires et qui garantissent un partage équitable des ressources du pays. Oui, bon, pour la première question de M. Amoutivé, je pense que... Bankole depuis Amoutivé. Oui, et M. Bankole disait que, bon, voilà, il y a... Vous savez, les jeunes qui partent, je l'ai déjà dit, l'immigration a toujours existé, va continuer à exister. Et on ne va pas énumérer toutes les causes ici où toutes les différentes... Mais visiblement, la plus flagrante, c'est la pauvreté, oui, parce que l'Occident est même disposé à donner de l'argent pour que les Africains restent chez eux. Bon, vous voyez, attendez, je ne partagerai pas ça du tout, parce que lorsqu'ils donnent l'argent, de toute façon, ça ne profite pas directement à ces gens. Vous savez, nous allons donner en Turquie pour que les Syriens n'arrivent pas. Voilà, c'est aussi un autre débat. C'est un autre débat, mais bon, on aura l'occasion d'en débattre là-dessus. Si on revient au sujet qui est le nôtre et qui nous concerne, c'est qu'effectivement, il y a des jeunes qui pensent que
qui pensent qu'ils vont mieux s'en sortir ailleurs. Et puis lorsque nous parlons, là je vois que tout le monde regarde l'Occident. La plupart des immigrés ne sont pas en Occident. Si vous prenez les immigrés togolais, mais attendez, c'est dans les pays frontaliers. Il y a quoi? Il y a plus d'1 million de Togolais en Côte d'Ivoire. C'est pas l'Occident. Il y a des milliers, des centaines de milliers au Bénin. Ce n'est pas l'Occident. Madame, au Ghana, ici, pense que c'est à cause des événements de 2005. Oui, alors en ce moment-là, ça c'est objectif. On regarde, effectivement, il y a les compatriotes qui sont partis parce qu'il y avait une crise. Et c'est ce que je dis, lorsqu'il n'y a plus la paix, les gens vont aller ailleurs pour se réaliser. Ils fuient parce qu'il y a une instabilité, il n'y a pas la paix. Les gens partent rarement, en tout cas massivement, de chez eux quand il y a la paix. Les élections sont contestées et Madame ici vous pose une question là-dessus. Je vais y venir. Lorsque nous analysons, c'est pas parce qu'il y a une dame qui disait aussi on nous impose les dictatures et consorts et que si on stabiliserait, il n'y aurait plus cette immigration. Il n'y a pas plus faux. Regardez les États-Unis. Les Européens, en temps de guerre, ont immigré massivement aux États-Unis. Les Européens continuent toujours à émigrer aux États-Unis et au Canada. Donc, pour chercher des opportunités, où ils vont pour trouver autre chose, pour vivre autre chose, comme disait l'autre, pour sortir du carcan quotidien. Et c'est ça aussi qui se passe déjà chez nous, qui se passera quelle que soit la situation dans laquelle on sera. Lorsqu'il y a instabilité, lorsqu'il n'y a pas assez d'opportunités, les gens partent parce que les jeunes surtout, et les jeunes femmes qui sont les plus vulnérables, partent pour trouver de meilleures opportunités pour leurs enfants, pour leur futur. Ils pensent que là, ils peuvent se construire un meilleur avenir. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue aussi les crises politique, sociopolitique. C'est pour cela que Madame Essi dit qu'il faudrait des élections transparentes et elle pense que les Africains n'auraient plus rien à aller chercher en Occident. Je partage cela et regardez, et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Nous avons amélioré considérablement ce processus depuis 2005. Ben ça, il y en a plusieurs qui ne sont pas d'accord. Bon, maintenant, ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on ne peut pas regarder les faits et les chiffres? Nous avons vécu les élections de 2005, que tout le monde déplore parce qu'il y a eu des morts. Nous avons eu les élections législatives en 2007. Elles étaient meilleures déjà. Il n'y a pas eu du tout dans les mêmes conséquences. Nous avons eu les élections de 2013. Nous avons les élections de 2015. Ce sont les élections plus ou moins apaisées. Et donc, ça veut dire que quand il y a la volonté des responsables politiques, on peut les faire. On n'a pas besoin de l'Occident pour cela. Et je ne partage pas forcément le fait qu'on dise qu'il faut que l'Occident nous laisse et l'Occident nous laisse. Ce n'est pas l'Occident qui vient choisir nos dirigeants, c'est nous qui allons les choisir. Et pourtant, il y en a qui sont convaincus du contraire, comme Madame Essi. Et comment? Alors, qu'on m'explique comment? Parce que vous savez, il faut qu'on se comprenne. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous avons eu nos élections ici? Nous avons eu les élections législatives. Nos députés, ce n'est pas l'Occident qui vient nous choisir un député local. C'est nos responsables, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Nous les choisissons nous-mêmes. Et après, nous choisissons aussi le leader. Ce que moi, personnellement, je regrette, c'est qu'on se cristallise tellement autour par exemple, d'un poste électif, par exemple, le président, qui cristallise alors toutes les attentions et toutes les envies, et je ne sais pas comment le qualifier. Alors, pour nous éloigner encore du débat politique, monsieur Bankole, lui, ne se cristallise pas justement sur des postes. Il dit simplement que des politiques doivent être mises en œuvre pour un partage équitable des ressources du pays. Alors, je suis absolument d'accord avec cela. Et si nous observons d'ailleurs notre mois de la diaspora, c'est de parler de ça précisément. Et ces politiques, quelles sont ces politiques? On peut en parler. Une politique de décentralisation, c'est de nature à aider à cela. Lorsque on demande aux communautés à la base de se prendre en charge, donc de s'autonomiser, et c'est ce que nous faisons. La dame disait, les gens de CJD, qu'est-ce qu'ils pensent? Nous pensons que nous pouvons contribuer, en tout cas, à améliorer les conditions de vie en aidant nos populations, nos communautés à la base à s'autonomiser, surtout les jeunes et les jeunes femmes. Mais ça passe par le renforcement des capacités, ça passe par les sensibilisations, la formation et le partage aussi des savoirs et des savoir-faire. Lorsque nous associons la diaspora, dont les immigrés, ceux qui étaient partis avec ce processus-là, c'est pour amplifier cette action. Ceux qui sont partis, ils viendront partager leurs expériences, mais ils ne viennent pas seuls. Nous voulons aussi qu'ils viennent avec leur carnet d'adresses, qu'ils viennent avec leur réseau.
Et ces réseaux, c'est des investissements des opportunités afin de aux Togolais. Et ça, on peut le faire en B2B lorsque nous sommes dans ces localités-là. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Alors, bonjour monsieur. Bonjour, on vous appelle comment? Je m'appelle Diko, je suis à Kagomé. Allez-y, à votre avis, l'immigration est-elle une solution efficace contre la pauvreté? Non, moi, à mon avis, je ne pense pas ça. Vous voyez, nous vivons dans un pays où la dépense est trop élevée. Personne n'a pas choisi de se lever contre son gouvernement parce que nous sommes tous des enfants du même pays. Mais on a vu que dans le pays, il y a certains qui sont plus privilégiés. C'est-à-dire les autres n'ont rien. Donc ceux qui n'ont rien, ils sont considérés comme des animaux à la maison. Donc vous pensez qu'il y a une inégalité? Vous à la gendarmerie, qui n'a aucun respect. Donc après tout, nous voyons que nous n'avons plus de déchets. Donc il faut aller. Ceux qui traversent le désert, bon, c'est pas qu'ils ne connaissent pas le danger. Ils connaissent le danger. Quelqu'un qui est normal, est-ce qu'il peut aller monter sur un pneu pour traverser une mer? C'est pas vrai. Mais quand c'est comme une justice, quand ça te dépasse, tu peux tout faire. C'est le dernier recours en fait. Tu peux tout faire. Donc nous ne sommes pas contre ce que vous dites, mais la souffrance c'est-à-dire qui est sur nos têtes dans ce pays, on ne peut jamais s'en sortir. Merci Diko d'avoir participé à ce débat depuis Kagomé. Passez une bonne journée. Alors, il apporte un élément nouveau. On parlait d'équité en termes de distribution de ressources. Il nous rappelle les privilégiés et peut-être fait-il allusion à la minorité dont le président de la République a parlé. Qu'est-ce que vous pensez de son intervention? Peut-être il fallait que vous lui posiez la question. Il faisait référence à qui? Peut-être. Effectivement, il parle de privilégiés simplement. Non, mais soyons aussi objectifs dans l'analyse. Vous savez, dans tous les pays, effectivement, et même dans le monde entier, si vous regardez le 1% des plus riches dont mobilisent ou s'approprie les 99% des richesses créées. Alors, qu'est-ce qu'on dit à cela? Donc, c'est ça qui se répercute un peu au niveau de chaque région, de chaque pays. Et ce n'est pas propre à notre pays. Par contre, en ayant dit ça, je voudrais aussi qu'on sache qu'on doit aller vers, oui, pas seulement l'équité, mais qu'on ait l'égalité des chances, qu'on mette un système qui fasse la promotion de l'égalité des chances pour que les gens sachent que, tiens, j'ai les mêmes égalités, enfin, j'ai la même chance de réussir que vous. Que si je veux être journaliste, je sais que demain, je peux être un monsieur Afanou et que je puisse croire en cela et que ça puisse se réaliser. Ces égalités des chances viennent aussi avec une distribution beaucoup plus équitable des richesses. Et cela, mais le premier leader, notre président de la République l'a reconnu. Et en cela, je dis, mais c'est à nous, une fois qu'un leader aussi courageux le dit, qu'on s'approprie cela et qu'on travaille ensemble. Mais une fois qu'il a dit, les gens voudraient qu'il amène lui tout seul, la solution. Et ça, je dis, nulle part ça se passe. Si ça se passait, vous savez, aux États-Unis, on dirait tous les riches, désormais, on prend toutes vos richesses et puis on les distribue aux pauvres. Mais maintenant, ce qui se passe, si c'est des biens mal acquis, il faut alors un système aussi de justice qui soit beaucoup plus juste, que les citoyens voient en cela qu'il y a une certaine justice. Donc il y a équité, justice et puis égalité des chances et égalité à l'accès aux opportunités qui se présentent. C'est cela qu'on voit aussi que le processus qui est en cours actuellement, ou même les actions qui sont posées, que nous analysons, nous les analysons, objectivement nous avons déjà dit que quel que soit le président de la République qui poserait de ces actes positifs pour le peuple, nous allons l'apprécier à sa juste valeur. Regardez par exemple ce que le président a fait pour les jeunes agripreneurs, les agriculteurs. Il a fait un programme qui est phare. Il faut que les Togolais le comprennent, qu'ils saisissent ça. C'est une opportunité où ça crée des opportunités. De 0,2%, on passe à 5% d'augmentation de prêts ou de financement qu'on appelle le mécanisme MIFA. Lorsqu'il y a un mécanisme comme ça, c'est à vous aussi, les professionnels des médias, d'expliquer les opportunités que ça va créer pour cet ensemble-là. 15% de la population. Il faudrait d'abord que les dirigeants donnent l'exemple et aillent vers le peuple pour leur expliquer. Ils vont forcément l'expliquer sur vos antennes. Donc il faut que vous les invitiez pour que... Ce que nous essayons de faire, c'est que nous n'attendons pas
et qu'ils aillent expliquer. Nous l'expliquons parce que nous pensons que ça, c'est de nature donc, à créer cet environnement-là où il y a des opportunités et puis il y a possibilité à tout le monde d'accéder à ces opportunités-là pour améliorer oui. L'impression que Olivier Dipo a, et c'est ce qu'il écrit sur la page Facebook de Nana FM, c'est que tout est verrouillé et surtout un déficit en termes d'opportunités. Les opportunités, certains ont l'impression qu'elles ne sont réservées qu'à certaines personnes et il écrit que l'immigration s'avère être l'unique solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors maintenant, si on regarde le parcours de combattant d'un citoyen, celui-là qui est passé par la Libye, l'Italie et puis qui est revenu finalement dans son pays où il trouve même que c'est un Eldorado comparé à ce qu'il a pu vivre, cette énergie qui est investie dans ce processus-là, si la même personne ou le candidat immigré mettait cette énergie-là à créer, vous voyez, dans son environnement, dans son milieu, à créer une opportunité pour lui, je vous assure qu'il arriverait. Il arriverait même bien plus facilement que ce qu'il a fait, puisqu'il va déployer 10 fois plus d'efforts pour obtenir quoi? Je vais vous donner un exemple plus près. Un jeune agriculteur qui pense qu'il ne va pas faire manœuvre, donc il va travailler pour quelqu'un au champ, ici, à Bleta par exemple, et qui quitte Bleta pour aller au Nigeria. Vous savez ce qui lui arrive? Quand il arrive là-bas, il travaille toute l'année, et puis, à la fin, on lui paye une moto de 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA, s'il cultivait juste 1 hectare de maïs à 16 000 francs le sac, il aurait 20 sacs, il aurait 320 000 en restant chez lui, en ayant sa famille. Je dis bien s'il ne cultive qu'un hectare. Et c'est pour cela que certains préfèrent aller en Europe ou même après avoir lavé des toilettes, vous en sortez avec le SMIC. Si vous êtes enregistré, 1 200 euros. 1 200 euros. Vous savez, 1 200 euros, s'il veut vivre décemment, il lui faut un appartement de 800 euros. Justement, c'est pour cela qu'ils se mettent les Africains à 11 par chambre parfois. Est-ce que vous voyez afin de il pouvoir faut que les nôtres le sachent. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, l'immigration est-elle une solution efficace contre la pauvreté? Auditeur en ligne, allô? Allô. Bonjour, monsieur Kokoul. Bonjour, monsieur Afam. Comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue d'abord l'invité. Bonjour, monsieur. Tout monsieur Afam. Il faut qu'on soit concret dans tout ce que nous faisons dans notre pays. Lorsqu'on va chercher des gens qui ont eu des problèmes pour venir nous dire ce qu'ils ont eu comme mésaventure, il faut qu'on ait le courage d'amener ceux qui aussi sont partis et ont eu de l'air là où ils sont partis. C'est un exemple, j'ai un exemple palpable en studio, c'est Orphée Adam lui-même. Adam Orphée lui-même. Oui, il est parti en Occident, il est allé faire ses études et il est revenu. Il vous dira s'il a réussi ou pas. Je ne veux pas parler de M. Adam Orphée. Pourquoi? C'est aussi un exemple. Non. Donc vous, alors, partagez rapidement avec nous un exemple de success story lié à quelqu'un qui est parti d'ici et qui a réussi. Moi, je ne peux pas donner l'exemple de quelqu'un, mais comme eux, ils ont eu le courage d'amener des gens qui sont partis, n'ont pas... non. Moi, je voulais leur demander seulement. Oui, monsieur Kokou, je vous comprends très bien, mais pour que la situation soit un peu claire pour tout le monde, ce jeune dont nous avons partagé le témoignage avec vous est rentré en janvier dernier. Il était avec d'autres Togolais que l'ambassade du Togo a réussi à ramener de Libye, et c'est nous qui l'avons interrogé pour qu'il partage un peu ce qu'il a vécu. C'est juste le contexte. Cela n'a rien à voir avec le CGT. Il faut qu'on se demande pourquoi les gens cherchent à partir, à quitter. Et nous lui avons posé la question. Lorsque nous avons dans notre pays, il faut voir, M. Afan, vous êtes journaliste, depuis presque 13 ans, regardez tout le programme qui est mené, tous les projets qui sont menés dans le domaine de l'agriculture seulement. Prada, vous êtes journaliste, vous connaissez tout ça là. La dernière fois, c'est MIFA ou bien quoi, je ne sais pas. C'est MIFA. Oui. Comment est-ce que ces projets sont menés et qu'on ne trouve pas les fruits exacts de ces projets-là? On a du phosphate dans notre pays. En termes de fruits, en termes de résultats, à quoi est-ce que vous vous attendez concrètement? Quels résultats auriez-vous aimé avoir? On a du phosphate dans notre pays. Est-ce qu'on a une usine de production d'engrais dans notre pays? On pouvait faire de l'engrais avec du phosphate. Bien, ce sont les questions que vous vous posez.
Monsieur Afanou, monsieur Adam fait lui-même fait que... Non, il va vous répondre. Merci, Monsieur Kokou, pardon, d'avoir participé à ce débat. Alors, il dit que tous les projets agricoles mis en œuvre jusqu'ici, quels sont les résultats qu'ils ont procurés? Mais avant les projets, j'aimerais quand même qu'on réponde aussi sur la question, parce qu'il disait qu'on voilà, on a amené un jeune... avant ceux qui ont des difficultés. Voilà, et puis on oublie ce qui... non, jamais. Nous faisons la part des choses. J'avais commencé ici en disant que, vous savez, c'est un parcours de combattants, quels que soient les migrés. D'ailleurs, c'est normal, quand vous allez dans un pays que vous ne connaissez pas, même si vous allez à côté ici, ben, c'est tout un parcours. Et ce parcours-là n'est pas paisible, il est semé d'embûches et plein d'obstacles. Donc, ce que nous expliquons, c'est que si on parle légalement, ça devient une opportunité pour le pays. Si on parle légalement, on va faire les études aux États-Unis. Après son master, on vient éduquer, former, on vient travailler pour son pays. À condition qu'on revienne. À condition qu'on revienne, voilà. Même quand on ne revient pas et que on devient une opportunité aussi pour le pays d'accueil, le pays hôte. Mais ce qui se passe, c'est que pour son pays d'origine, on y a laissé sa famille, ses amis, etc. On y pense. Quand on y pense, on envoie ce qu'on appelle l'aide, les transferts de Western Union, voilà, pour nommer cela. Et ce qui constitue un grand revenu pour les pays africains sur la base des chiffres. Pour la famille, la famille généralement. Mais ça, ce chiffre, nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est une opportunité. Alors, maintenant, par rapport au projet agricole et le phosphate, on n'a pas d'engrais. Si le gouvernement multiplie les occasions ou les opportunités, les projets, c'est précisément dans ce sens. Ça montre qu'il y a un effort, mais colossal, qui est fait. Mais les citoyens ont l'impression que ça ne donne pas de résultats. Mais maintenant, il faut aussi éclairer les gens, il faut donner l'espoir, cet espoir. Il y a pour la première fois, quand on voit les dernières études de l'INSEE, il y a une réduction de la pauvreté dans la plupart des régions. Et à dans Lomé, la plupart des régions, sauf à Lomé. Lomé, vous savez, voilà, Lomé, il y a exode rural. Il y a une dynamique aussi d'une population qui vient, les gens qui quittent, les gens qui viennent ici et qui font Z. Ils voient bien qu'ils gagnent moins que s'ils étaient restés au village, donc ils s'appauvrissent. Alors, votre mot de la fin en une vingtaine de secondes. Le mot de la fin, c'est que j'invite tout le monde à venir à ce mois de la diaspora, ou en tout cas à être connecté sur Nana FM, et que au cours de ce mois-là, notre seul et unique objectif, c'est d'amener nos jeunes et les jeunes femmes à comprendre que en renforçant leurs capacités dans leurs milieux locaux, et qu'en immigrant de façon légale, et ça devient des opportunités pour notre développement dans nos communautés à la base. Merci Orphée Adom. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du CJD, le collectif des jeunes pour le développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.